Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Chers auditeurs, notre association a besoin de votre soutien afin de se développer. N'hésitez pas à nous soutenir, 1 euro, 5, 10 euros ou plus, peu importe, votre soutien est essentiel pour la gestion des émissions, payer le monteur, le webmaster, tout cela a un coût. C'est pour cette raison que votre aide nous est précieuse et absolument indispensable. Avec un don, au-delà de 20 euros, vous pouvez aussi recevoir un livre grâce à nos partenaires éditeurs, les éditions Perrin, Fayard et Talendier. Vous pouvez donc recevoir un livre de votre choix. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com. Merci d'avance. Elle a fait plus de morts que la Grande Guerre et peut-être même la Deuxième Guerre mondiale réunie. Plus de 500 millions d'êtres humains en furent infectés. C'est pourquoi il s'agit sûrement de la plus grande pandémie que l'histoire de l'humanité ait connue. Elle fut d'autant plus surprenante qu'elle a été circonscrite dans le temps, la fin de l'année 1918 et 1919. Pourtant, on ne l'évoque pas ou peu dans les livres d'histoire. Certes, elle est présente dans notre culture générale, mais elle ne s'inscrit pas vraiment dans notre mémoire collective comme les grands événements du XXe siècle. Nous ne savons pas trop, au fond, de quoi nous parlons. Une fois n'est pas coutume, Storia Voce vous propose une émission consacrée à un virus, la fameuse grippe espagnole. Pourquoi d'ailleurs l'avoir qualifiée comme telle alors qu'elle toucha l'Alaska et la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, mais aussi la France et donc l'Espagne? C'est ce que nous allons découvrir avec Laura Spinet. Laura Spinet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes romancière et journaliste scientifique. Je pense que vous êtes la première romancière que je reçois, mais votre livre n'est absolument pas un roman. Non. Il s'agit d'une étude, et j'ajouterai d'une étude absolument remarquable. Je dois vous faire une confidence. J'allais vers ce livre un peu à reculons, poussé par l'éditeur qui me disait « Vous allez voir, c'est passionnant ». Et effectivement, c'est passionnant, mais aussi complètement bluffant, le travail considérable que vous avez mené à travers le monde. Vous êtes britannique, vous êtes originaire de Londres, mais vous vivez en France, c'est bien cela ? C'est ça. Et vous avez publié pour diverses revues scientifiques, le National Geographic, New Scientist, la fameuse revue Nature également. Et donc vous avez publié chez Albin Michel un livre intitulé La Grande Tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde. Alors, bien évidemment, nous allons essayer de comprendre ce terme de grippe espagnole, mais peut-être la première question, Laura, pourquoi avoir travaillé sur un tel sujet? Comment êtes-vous arrivé à un sujet qui est d'abord un sujet d'histoire? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, même si je travaille comme journaliste scientifique, avant 2013, je ne me suis pas intéressée vraiment aux maladies infectieuses. Mais à partir de 2013, les éditeurs les rédacteurs pour lesquels je travaille, ont commencé à réfléchir sur comment on va aborder le grand sujet de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut parler de la science de la Grande Guerre? Donc, on réfléchissait sur l'archéologie des champs de bataille et les sujets comme ça. Et puis moi, j'étais envoyée dans les Alpes italiennes pour entretenir les archéologues de la glace qui travaillaient au-dessus de 3000 mètres pour désenterrer les restes des soldats et des champs de bataille, du matériel qui était caché sous la glace, parce que là on a battu dans la guerre dite blanche, c'est-à-dire le troisième front dans la Première Guerre mondiale entre l'Autriche et l'Italie.
Et là, voilà, maintenant que les glaciers fondent, on a tout ce matériel qui sort. Donc, il y a les archéologues qui travaillent là-haut pour récupérer le matériel et pour le reconstruire. Donc, j'ai écrit un article là-dessus, et puis je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, c'était vraiment émouvant parce qu'on a eu en fait les derniers obsèques des soldats de la Première Guerre mondiale. Et lui, il m'a écouté, il a réfléchi, et puis il m'a dit, à la fin d'un moment, il a dit, tu sais, on parle jamais de la grippe espagnole. Et je pense que ça a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai fait mon première enquête Google. J'ai vu les chiffres et j'étais bluffé, exactement. Et puis, c'est ça comment j'ai commencé. C'est comme ça que vous êtes arrivé au sujet. Exactement. Et donc, vous avez mené une enquête de plusieurs années. Je le répète, dans énormément de pays, vous avez des sources qui viennent de partout. Pourtant, et on rentre dans votre livre, vous commencez à travailler, vous commencez au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous tenez à remonter dans le temps pour faire en quelque sorte une photographie de l'approche de la maladie et de ce qu'on appelle aujourd'hui une pandémie. Oui, parce qu'en fait, la grippe, évidemment, c'est causé par un virus. Et l'histoire de ce virus, c'est une histoire de coévolution, en fait, avec l'homme. Donc, pour comprendre la nature de cette maladie, il faut commencer au début, quand il est émergé comme une maladie humaine, la grippe, et comprendre comment les deux espèces, en fait, ont évolué ensemble. C'est pour ça que j'ai commencé avant notre ère, pour comprendre voilà l'histoire l'histoire de cette histoire, en fait. À partir de quand peut-on parler de maladie contagieuse de masse? Bon, probablement depuis 12 000 ans, parce que on spécule un petit peu, mais c'est là où en tant que humain, on a commencé à créer des ensembles assez nombreux où un virus pourrait se transmettre et survivre en se transmettant. Donc, c'est à ce moment-là où c'était intéressant, si vous voulez, dans le sens de l'évolution, pour un virus de devenir contagieux. Vous commencez votre ouvrage, votre ouvrage, la couverture de l'ouvrage représente des oiseaux. Oui. Alors ça n'a rien à voir avec Hitchcock et pourtant ça pourrait très bien être un film d'épouvante. Les oiseaux sont le réservoir naturel du virus. Voilà. Donc l'histoire dépend pas que sur le virus ou sur nous, aussi sur les espèces intermédiaires. Et dont le plus important, c'est les oiseaux, et les oiseaux aquatiques en particulier. C'est-à-dire que c'est de cette espèce, de cet animal, de ces animaux, que vient le virus qui nous infecte. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans votre livre, qui est vraiment au carrefour de la science, mais aussi de la politique, de la représentation, la façon dont on se représente l'autre, vous expliquez que la première grippe unanimement reconnue, elle vient d'Asie, nous sommes au XVIe siècle, et ensuite, évidemment, les Européens vont considérer que toutes les épidémies, d'où qu'elles viennent, en fait, elles n'ont qu'une origine. Là, pour le coup, ce n'est pas l'Espagne, ça serait la Chine. Vous parlez de 1918? Oui, non, je parle au XVIe siècle. Ok, oui, mais je pense que c'est la nature humaine de toujours de pointer du doigt l'autre. Et donc, une maladie infectieuse, ça vient toujours de l'autre. Et donc, ça reflète nos préjugés, nos xénophobies, et voilà, on voit ça depuis le début de cette maladie, en fait. Quand est-ce que, d'un point de vue scientifique, on isole les bactéries? On comprend que la bactérie est à l'origine des maladies.
Alors, parce que, bon, vous parlez là de la théorie des microbes en général, qui était découvert, si vous voulez, au milieu du 19e siècle par Pasteur, Koch et d'autres. Là, c'est parce qu'ils ont analysé les tissus des malades et ils ont vu qu'ils étaient infectés par ces bactéries. Là, évidemment, ça a créé un problème en 1918 parce que la grippe, c'était une maladie virale. Virus, c'était un nouveau concept en 1918. Les premiers virus ont été identifiés à la fin du 19e siècle. Et le problème, c'était qu'un virus, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Et on ne le voit pas sous un microscope optique. Donc, il n'y avait pas de moyen à l'époque de le voir, de le visionner. Et donc, quand est-ce qu'on a fait le lien entre le virus et la maladie, les bactéries et les maladies? Ah, vous parlez d'une façon générale. Oui. Là, c'était vraiment au milieu du 19e siècle. 19e siècle, oui. Ouais, voilà. Avant, c'était les miasmes, c'était l'air toxique. Voilà, il y a toutes sortes de théories qui avaient survécu depuis les Moyen-Âge. Alors, vous évoquez le Moyen-Âge, vous remontez quand même à l'histoire antique et vous expliquez qu'Hippocrate avait, par certains aspects, un comportement très moderne. Oui, parce qu'il cherchait des causes organiques des maladies. Là, c'est pour ça qu'il est appelé parfois le père de la médecine moderne. Mais toutefois, il avait une conception de la maladie très différente de la nôtre. Et il a dit, par exemple, qu'une épidémie, c'était quelque chose qui arrivait à un certain moment, mais c'était tous les symptômes qui étaient enregistrés dans une population dans cette période restreinte. Donc, quand il décrit pour nous, ce qui est pour nous probablement le premier épisode de grippe enregistré dans les archives, il inclut des symptômes qu'on ne reconnaît pas pour une grippe, par exemple des problèmes de vision nocturne. Alors là, c'est pas un symptôme de la grippe, mais pour Hippocrate, une épidémie, et il décrivait une épidémie, c'était tous les symptômes qui étaient qui affectaient la population pendant cette période. Au 19e siècle, jusqu'à la guerre, et même encore un peu après la guerre, on a une vision des maladies, des épidémies, comme une sorte de fléau de Dieu. On ne cherche pas une explication rationnelle? Je pense que c'est une idée très ancienne qui a ressurgi après la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il faut se souvenir que les gens étaient épuisés psychologiquement après 4 ans de guerre, quand la pandémie est surgie. Et ils ont vu aussi que la science était impuissante face à ce fléau. Donc, beaucoup du monde, même dans les pays riches, même dans les pays développés, ont tourné vers la religion, vers les explications irrationnelles. Voilà. Ouais. Alors, venons-en à la maladie elle-même. Il y a plusieurs vagues d'intensité. Oui. En fait, c'est une caractéristique des pandémies de grippe en général. Et on a vu 3 vagues, en fait, de la pandémie de 1918. Première au printemps du 1918, printemps de l'hémisphère nord. Donc, les premiers cas ont été enregistrés en mars. Et cette vague-là était assez, pas très grave. C'était pas très différent d'une grippe saisonnière. Il a reculé vers juin. Et puis, il y avait une deuxième vague dans l'automne qui était beaucoup plus létale. Presque pas reconnaissable par rapport à la première vague, pardon. Et puis, il y avait une troisième vague dans les premiers mois de 1919 qui était intermédiaire en termes de sévérité entre les deux premières vagues. Quels sont les symptômes de cette maladie? D'accord. Donc, ça commence en tous les cas comme une grippe saisonnière avec fièvre, mal à la gorge et mal à la tête. Et puis, dans une minorité de patients, et j'insiste sur le mot minorité, ça s'aggrave. Donc, la personne, le visage devient bleu et puis noir. La personne saigne depuis le nez et la bouche. Elle a du mal à respirer. Et quand le corps est entièrement noir,
à ce moment-là, il n'y a pas d'espoir en fait de guérison. De guérison. On va mourir pendant des heures ou des jours. On sait d'où vient l'origine du virus? Non, la réponse courte est non. En 2018, on ne sait pas. La seule certitude qu'on a, c'est que c'était pas espagnol en fait. Ça, c'est une autre nous allons histoire. revenir sur le terme garder pour, mais sur l'origine. Aujourd'hui, on a 3 théories qui correspondent à des origines en Chine, au Kansas, aux États-Unis et en France, dans un camp militaire britannique à Étaples, juste au sud de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Et la thèse de la Chine, ce que vous expliquez dans votre livre, est la thèse la plus courante. Non, je pense que la thèse la plus courante, même si on peut pas trancher entre les 3 aujourd'hui, c'est la théorie d'une origine américaine. D'une origine américaine. Oui, parce qu'il y a des preuves indirectes, disons, que le virus est venu des oiseaux qui circulaient en Amérique du Nord à l'époque. Alors, elle se propage précisément par les oiseaux, mais elle se propage aussi par le simple contact humain de personnes qui se côtoient, qui se rencontrent les unes les autres. Mais il faut distinguer la maladie avienne et la maladie humaine, parce que la transmission d'une maladie de l'oiseau à l'être humain, c'est rare et très difficile parce que en fait le virus doit évoluer, doit s'adapter aux nouvelles espèces. Donc ça prend du temps, c'est rare. Et puis au début, cette nouvelle maladie humaine, une fois partie de l'oiseau, est très peu contagieuse. Donc ça prend du temps pour que ça se développe, acquiert les adaptations moléculaires pour que ça soit transmissible entre les personnes. Et puis à un certain moment, ça devient contagieuse et ça se transmet entre les gens par les toux, quand on serre la main de quelqu'un d'autre et tous les voies de la contagion qu'on connaît. Alors venons-en au nom. On va revenir sur la notion de transmission après, à travers une thématique particulière aussi qui est passionnante, mais il faut nommer la menace, lui donner un nom, et vous avez choisi un titre particulier pour décrire ce nom. C'est la maladie 11. Pourquoi la maladie 11 et pourquoi a-t-on appelé cette maladie la grippe espagnole? Oui. Bon, maladie 11, en fait, c'était le nom qu'a donné les médecins militaires français à cette maladie quand il est paru pour la première fois. Et je pense que j'ai utilisé ça comme le titre de mon chapitre sur la nomenclature des maladies parce que je pense que ça évoque assez bien l'ambiance, l'atmosphère de l'époque de censure, de vouloir pas baisser la morale des populations pendant une guerre. Et donc, ils ont caché, en fait, la nature de la maladie, ces médecins militaires. Mais, la censure a une partie importante à jouer dans cette histoire parce que, voilà l'Espagne qui était neutre dans la guerre, qui n'a pas censuré sa presse. Donc, quand les premiers cas de la grippe ont été reportés à Madrid en mai 1918, les journalistes ont parlé de ça dans les journaux. Et tandis que la maladie a été aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne depuis des mois ou des semaines déjà. Mais parce que ces pays-là étaient en guerre, ils ont censuré leur presse, donc pas de nouvelles dans les journaux et donc les gens n'étaient pas au courant. Je vous lis. Loin des théâtres de guerre, on suivait les règles habituelles de dénomination des épidémies afin de mieux rejeter la faute sur le voisin. Au Sénégal, c'était la grippe brésilienne et au Brésil, la grippe allemande, tandis que les Danois pensaient qu'elle venait du Sud. Les Polonais la surnommaient maladie bolchevique, tandis que les Perses l'attribuaient aux Britanniques. Quant aux Japonais, ils incriminaient leur lutteur. Comme elle éclata pour la première fois pendant un tournoi de sumo, ils l'appelèrent grippe sumo.
C'est vraiment, nous sommes dans l'histoire des représentations. Oui, et vous voyez ça aujourd'hui. On parlait l'hiver dernier de la grippe australienne, quand on a eu une grippe saisonnière assez sévère. Et en fait, il n'y avait rien du tout australien de cette grippe. Il est venu de l'Europe en Australie et puis il est revenu en Europe. Donc, c'est toujours cette histoire de pointer du doigt à l'autre. À un moment, on a voulu l'appeler d'un nom biblique, Man. La manne, c'est le pain qui tombe du ciel dans la Bible pendant l'exode du peuple juif. Mais man-ou en hébreu signifie qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, exactement. Donc ces gens-là, ils étaient, je pense, en Sénégal, non c'était à Freetown. À Freetown, à Sierra Leone. Donc, ils ont appelé la maladie comme ça parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Et donc, ils voulaient attendre pour savoir, mais il fallait entre-temps un nom pour pouvoir discuter de ce fléau, proposer les solutions, et voilà. Donc, il fallait un nom. Comment les médecins s'occupent de cette maladie? Est-ce qu'ils arrivent à faire un bon diagnostic des choses? Non. Donc, justement parce qu'ils savaient pas que c'était une maladie virale, ils croyaient que c'était une maladie bactérienne. Donc, ils n'avaient pas de test diagnostic fiable, ni de traitement efficace. Donc, ils ont essayé tout ce qu'ils avaient, qui était en principe, principalement de l'aspirine, dites le wonder drug en anglais, je sais pas si ce qu'on dit en français, le médicament merveilleux, qui en principe baisse la température, réduit l'inflammation si c'est pas surdosé. Mais ils avaient très peu d'autres. Ils avaient pas de vaccin contre la grippe, ils avaient pas de antibiotiques évidemment parce qu'ils s'étaient pas encore inventés, ni de médicaments antiviraux. Il faut dire que même si la grippe est une maladie virale, les antibiotiques auraient pu être utiles parce que la plupart des morts sont morts de complications secondaires bactériennes. En fait, la pneumonie. C'est la pneumonie qui les a tués. Il y a aussi l'irrationnel, c'est-à-dire que on a déjà un peu évoqué le fait d'accuser l'autre dans le fait de nommer la maladie, mais s'il y avait une épidémie aujourd'hui, on imagine que sur les réseaux sociaux, il y aurait énormément de fake news, d'accusations liées à des programmes militaires secrets, etc. C'est une chose qui existait pour la grippe espagnole? Absolument. Je pense que c'est une caractéristique des pandémies en général, parce qu'une pandémie de n'importe quelle maladie, ça crée la peur. Et quand les gens sont peureux, ça crée des rumeurs, ça nourrit les rumeurs. Donc en 1918, on était évidemment toujours en guerre, et il y avait au début les rumeurs que cette maladie c'était une arme biologique lancée par l'ennemi. Et ce n'était que quand les gens ont vu que en fait les soldats des deux côtés dans les tranchées étaient en train de tomber malades, qu'ils ont rejeté cette théorie et ont abordé d'autres. Mais au début, oui, on pensait que c'était une arme biologique. Comment contenir la maladie? On pense tout de suite à la quarantaine, à l'isolement. Ce sont des idées qui sont un peu vieilles comme le monde. Oui, exactement. Parce que même avant qu'on savait que des maladies infectieuses étaient causées par les microbes, on savait qu'on pouvait le contenir en principe par la quarantaine et par l'isolement. Il fallait juste séparer les malades des gens sains. Donc on essaye ça, mais dans le monde moderne c'est beaucoup plus difficile parce que on a les conurbations, on a les grandes villes, des millions de personnes. Même en 1918, les plus grandes villes du monde comptaient dans leur population comptait dans les millions. Donc il faut imposer du haut un système de mesures publiques pour contenir une maladie comme ça. Et très peu de villes dans le monde avaient les ressources, les pouvoirs en fait, de pouvoir faire ça efficacement. Donc on voit en 1918 que presque toutes les mesures, les mesures de santé publique qui ont été mises en place étaient très peu efficaces. Je me permets là encore de vous citer. Vous avez une image qui est très parlante.
tel comme un feu de forêt, une épidémie dépend du combustible disponible, c'est-à-dire des individus susceptibles d'être infectés. Elle se développe de façon exponentielle à partir de l'étincelle initiale offerte par quelques cas issus d'un vaste réservoir environnant d'individus réceptifs. On est vraiment dans un... J'ai évoqué les 500 millions de personnes. 500 millions, c'est absolument incroyable. Et votre ouvrage, les 2 premières pages de votre ouvrage présentent une carte où on voit dans le monde les grands foyers infectés, mais il n'y a pas un seul continent qui ne soit épargné. Non, en fait, il y avait très peu d'endroits en général qui étaient épargnés de la grippe espagnole. Il y avait des exceptions. Par exemple, Sainte-Hélène dans l'Atlantique du Sud a été épargnée parce que c'est très loin. Antarctique parce que c'était vide, il y avait personne. Et l'Australie qui est un cas intéressant parce que ayant vu la deuxième vague, la vague la plus létale s'approchait, ils ont mis en place une quarantaine maritime très efficace. Donc, ils ont pouvoir repousser cette deuxième vague. Mais malheureusement, les autorités australiennes ont levé la quarantaine trop tôt. Donc, ils ont laissé entrer la 3e vague dans les premiers mois de 1919 et 12 000 Australiens ont perdu leur vie. Mais ça aurait été beaucoup pire s'ils ont laissé entrer la 2e vague. Vous prenez l'exemple de New York que vous développez assez longuement dans votre livre avec un personnage, Copeland, qui a un rôle particulier. Donc c'était lui le commissionnaire de santé pour la ville, un homme intéressant en principe parce que c'était un homéopathe et un chirurgien de l'œil, qui est une combinaison qui nous étonne aujourd'hui. Mais en fait c'était pas très bizarre à l'époque parce qu'on n'avait pas vraiment distingué à l'époque la médecine conventionnelle et la médecine pas conventionnelle. Et donc lui il avait... Et ce qui est intéressant dans son cas, c'était que il s'occupait de la ville la plus avancée probablement en termes de santé publique dans le monde. Mais en même temps, il avait d'autres problèmes. Par exemple, New York, c'était le point d'embarcation pour les troupes américains qui allaient en Europe. Et Woodrow Wilson, qui était le président américain à l'époque, voulait à tout prix pas arrêter les transports. Donc, il pouvait pas mettre en place Copeland, il pouvait pas mettre en place une quarantaine. C'était pas dans ses pouvoirs. Donc, il fallait contenir cette fléau autrement. Et donc, il a décalé l'heure de pointe en changeant les heures de fermeture des usines, des magasins et tout ça. Pour qu'il y ait moins de personnes qui se croisent. Moins de personnes qui se croisent en même temps dans le métro, par exemple. Et il a mis en place un système de centre de triage pour les patients à travers la ville. Et il a pris une décision qui était très controversée à l'époque. Il n'a pas fermé les écoles. Donc, normalement, la réaction immédiate des autorités dans un cas de pandémie, c'est de fermer les écoles. Parce qu'on regarde les enfants, on pense aux enfants comme des véhicules idéaux d'infection. Mais en fait, dans une ville avec beaucoup d'immigrants, avec beaucoup de pauvres qui habitaient dans les appartements très malsain, où il y avait par exemple 10 personnes par salle, par chambre. Les enfants étaient mieux à l'école que dans leur surveillés dans leur chambre. Donc il gardait les écoles ouvertes et en fait il a à peu près protégé les enfants de l'âge de l'école à New York cet automne-là. Est-ce que précisément il y a des catégories de population qui sont plus touchées que d'autres, plus d'hommes que de femmes, plus de une certaine tranche d'âge? C'est une excellente question parce que jusqu'à la fin du XXe siècle, on pensait à la grippe comme une maladie démocratique. Mais en fait, pas du tout. Si vous regardez les chiffres pour 1918, c'était les pauvres, les ouvriers, les immigrants, les minorités ethniques qui étaient les plus touchés.
Donc, pas pour les raisons qui évoquaient les eugénistes à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient inférieurs constitutionnellement, mais parce que justement, ils n'avaient pas d'accès aux soins médicaux, ils avaient souvent d'autres maladies, ils étaient mal nourris, ils vivaient dans les appartements pas sains. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, on voit cette variabilité qui a une corrélation avec l'inégalité socio-économique. Aussi, il y a une inégalité à travers les cohorts d'âge, c'est-à-dire que cette grippe était les personnes les plus vulnérables étaient les plus jeunes, les plus âgés, et puis aussi une troisième groupe qui était très intéressante. C'est les adultes âgés entre 20 et 40 ans. Plutôt les hommes. Les hommes étaient plus touchés que les femmes, à l'exception des femmes enceintes qui mouraient et qui subissaient les avortements spontanés à des taux vraiment choquants. Et donc voilà, c'était variable à travers la population en termes d'âge aussi. Est-ce que, Laura Spinet, il faut être égoïste quand il y a une épidémie comme cela? À l'époque, oui, parce que les médecins, comme j'ai dit, étaient presque impuissants et parfois même des véhicules de contagion eux-mêmes. Parce que j'allais dire, dans le cadre d'un fléau comme cela, la première réaction des personnes, c'est d'aller vers l'autre, d'aider les autres, d'ouvrir sa porte, de tendre la main. Or, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a. C'est très intéressant et ça n'a pas été vraiment étudié. Quelle est la réaction première dans une pandémie? Je pense qu'il y a beaucoup d'évidence en 1918 que les gens s'entraidaient. Mais il y a aussi un instinct égoïste de s'éloigner de l'autre, de ne pas toucher l'autre pour peur de maladie, de contagion. Et je sais pas lequel des deux réactions prime en fait. Ça dépend évidemment le contexte, s'il y a des soins disponibles, si les médecins sont efficaces. Les médecins aujourd'hui sont beaucoup plus efficaces. Ils ont les antibiotiques dans leurs armoires, ils ont des antiviraux, les médicaments antiviraux, ils ont le vaccin, mais ça c'est plutôt pour la prévention qu'après l'éruption de la pandémie. Et voilà, donc ça dépend du contexte, mais je pense qu'en général, oui, on a l'instinct d'aider les autres, au moins nos proches. Et non, il faut pas probablement. Il faut qu'on se ferme dans sa chambre, on la ferme à clé, et puis on reste à l'intérieur avec de quoi manger et de quoi boire, et on s'éloigne de l'autre, parce que comme ça, on protège pas seulement soi-même, mais les chances que la pandémie va reculer plus vite augmentent. Vous décrivez tout le processus de résilience collective également. Oui, alors ça c'est un phénomène qui a été étudié, qui a été découvert presque assez récemment par les psychologues. C'est-à-dire que en temps de crise, en temps de menace externe, naturelle souvent, notre définition de soi change. C'est-à-dire qu'on est tous menacés par le même fléau. Tremblement de terre, je sais pas, volcan, éruption de volcan ou maladie infectieuse. Et donc on est tous dans le même bateau, si vous voulez, et on est tous, donc c'est notre nouveau soi. Et donc on s'entraide parce que c'est nous le soi. Il y a un nous, il y a une communauté. Il y a une communauté qui se crée et qui se fragmente tout de suite après que la menace est retiré. Or, l'individu compte. C'est l'individu qui compte d'abord dans ce type de situation et moins la communauté. Ça dépend de la question. Par exemple, si... je vais vous donner un exemple. Tout de suite après la pandémie, vous voyez à travers le monde les systèmes de médecine socialisés qui commencent à être reconstruits. Et je pense que là, c'est une réflexion de la réalisation des autorités que pour contenir les pandémies, il faut
aborder ce problème au niveau de la population. On peut pas traiter les individus en isolation, ça marche pas. Il faut prévenir une pandémie et soigner une pandémie au niveau de la population. A-t-on une idée, ce que vous présentez aussi très bien dans votre livre, c'est les études sur le sujet. Les études, étonnamment, mais on reviendra sur ce sujet à travers la réflexion sur la mémoire et l'histoire, les études sur la grippe espagnole ont été très peu importantes. Il n'y en a quasiment pas eu jusqu'à très récemment. Oui, c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé à rechercher mon livre, il y avait très peu de livres sur la grippe espagnole, je veux dire pour le grand public, mais ils étaient focalisés sur l'Amérique ou l'Europe. Donc les données les plus rigoureuses, si vous voulez, venaient de l'Amérique et de l'Europe, mais ces continents-là étaient les continents les moins touchés par la grippe espagnole. Les deux continents qui étaient les plus touchés par ce fléau étaient l'Asie et l'Afrique. Donc, il me semblait très important d'écrire une histoire globale. Et donc, j'ai cherché des données, même très pauvres comme ils étaient, dans d'autres continents. Et pour pouvoir raconter cette histoire autrement. On a une idée précise des chiffres aujourd'hui. Je disais dans mon introduction que le nombre de morts était comparable aux morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale réunies. On sait très exactement? Non. Donc, on a un écart important des estimations aujourd'hui. On travaille avec une estimation de 50 à 100 millions de morts de la grippe espagnole. Et la raison principale pour cette incertitude, c'est la manque d'un test diagnostique à l'époque. Donc on sait pas, les médecins de l'époque savaient pas de quoi ils parlaient, et c'est le problème qu'a hérité les historiens d'aujourd'hui. Ils savent pas de quoi ils parlent. Et autre problème, c'est que les 3 pays les plus peuplés à l'époque, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et la Russie, on a vraiment très peu de données pour ces 3 pays. Leur population ensemble, c'est l'équivalent de la moitié de la population globale. Et on sait très peu de ce qui se passait dans ces 3 pays. Est-ce que le retour à la normale, à une vie normale, se fait en même temps ou quasiment en même temps dans les pays du monde? Non. Donc, la pandémie a duré plus longtemps dans l'hémisphère sud. Et en fait, il y a des recherches très récentes qui ont sorti il y a 2 mois à peu près, qui disaient que on avait toujours les cas de la pandémie de la grippe espagnole dans les îles Pacifiques en juillet 1921. C'est-à-dire que la durée est maintenant reconnue à avoir été 3 ans, même plus. Est-ce que la grippe espagnole a eu une influence politique? Est-ce qu'elle a eu une influence sur la guerre? On a parlé au fond des rumeurs, de l'accusation d'avoir lancé un virus chez l'ennemi. Est-ce que réellement, dans la politique, il y a eu des conséquences? Absolument. Et en fait, c'est ma thèse dans le livre que une pandémie, c'est pas seulement un phénomène biologique, c'est un phénomène social aussi. On peut pas distinguer les deux aspects. Mais oui, donc tous les historiens sont d'accord que la pandémie a accéléré la fin de la guerre. Parce que simplement on a perdu des troupes des 2 côtés qui tombaient malades, donc on était sous qu'est-ce que je cherche le mot, on n'avait pas assez de soldats, quoi. On était en sous-effectif. Merci, oui, c'est ça que j'ai cherché. Est-ce que la pandémie a eu une influence sur qui a été qui a gagné la guerre? Ça, c'est plus controverse. Mais c'est possible, il y a une théorie que la pandémie a favorisé les Alliés parce que les Allemands et les Autrichiens étaient à l'époque ils avaient plus faim
C'est-à-dire que avec le blocade navale qui a été mise en place par les blocus, Alliés, oui. blocus, merci, depuis le début de la guerre, les Allemands et les Autrichiens étaient mal nourris et donc plus vulnérables à la maladie. Donc il y avait un effet biaisé sur les deux côtés et donc ça a eu une influence sur qui a gagné. Mais c'est controversé. Est-ce que ça a accéléré la fin du conflit? Absolument, oui. Là-dessus, les historiens sont d'accord. Il y a aussi une question sur est-ce que ça a influencé la paix? Est-ce que ça a influencé la conférence qui a pris place à Paris, Versailles, au printemps 1919? Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, il y avait évidemment tous les chefs d'État qui sont venus à Paris pour négocier juste au moment de la troisième vague. La pandémie. Et puis, beaucoup de ces hommes, en général, étaient touchés par la grippe, y compris Clemenceau, y compris Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, c'est un cas très intéressant parce que lui, il a probablement, possiblement, les neurologues discutent toujours, souffert un AVC au printemps 1918, qui a changé sa façon d'être, sa façon d'agir. Oui. C'était un homme très calme, très rigoureux, très patient, qui est devenu, selon les observateurs, agité, impatient. Il voulait pas écouter les gens. Et donc lui, il avait un rôle primordial dans ces négociations parce que il était parfois le seul à défendre une paix modérée. Et donc voilà. Et l'automne suivant, Wilson a souffert un énorme AVC. Donc au printemps, c'était possible qu'il a eu les mini-strokes, les mini-AVC. Mais en automne, il a souffert un énorme AVC qui l'a laissé paralysé d'un côté de son corps. Et là, l'hypothèse, c'est que c'est cet AVC-là qui l'a empêché de persuader le Congrès à ratifier la traité de Versailles et de s'inscrire à la Société des Nations. Donc, si on est d'accord pour cette théorie-là, on est convaincu, oui, la grippe a eu des conséquences très importantes sur la paix. Il y a des grands hommes aussi, des penseurs, des écrivains qui sont morts de la grippe espagnole. Absolument. Max Weber, par exemple. Oui, il y a des cas très tragiques parce qu'il y avait par exemple Guillaume Apollinaire, le poète, qui a survécu à la guerre pour mourir de la grippe. Et il y avait Max Weber. Oui, ça c'est un peu troublant parce qu'il est mort en 1920. Possible mais douteux. Kafka, mais Gandhi aussi qui a survécu. Egon Schiele, le peintre autrichien, qui pour moi est le cas le plus tragique parce qu'il est mort à 28 ans. Il a perdu toute sa famille en même temps. Il y a une image, celle d'Edmond Rostand, que vous présentez dans votre conclusion. On voit parfaitement la scène. Nous sommes le 10 novembre 1918. Il est avec sa maîtresse, si mes souvenirs sont bons. Et la maîtresse ouvre la fenêtre et un oiseau, une colombe arrive. Elle se pose et elle meurt. Et quelques semaines après, Edmond Rostand meurt de la grippe. Oui. Je raconte cette histoire pour en tant que métaphore, parce que je veux pas dire que le colombe est morte de la grippe espagnole, non, ou que c'était contagieux, que Rostand l'a attrapé de l'oiseau. Mais je pense qu'à ce moment-là, à la veille de l'armistice, une colombe blanche qui meurt est assez symbolique. Et puis en même temps, il y a ce fléau qui fait des ravages à Paris. Lui, il est sain et sauf dans le Pays Basque, chez lui. Mais puis il monte à Paris pour fêter l'armistice. Et c'est là où il attrape la maladie. Il meurt des semaines plus tard. Donc pour moi, l'oiseau là est un symbole des deux menaces à l'humanité à l'époque, la guerre et la pandémie. Alors pour montrer le décalage entre histoire, mémoire, le fait que la grippe espagnole ne soit pas inscrite véritablement dans notre mémoire collective, mais qu'il s'agit d'un fait historique oublié. Vous avez une image
vous reprenez à votre compte les photographies d'Arthur Moll. Et donc, Arthur Moll, je vais vous laisser expliquer comment il prenait ces photos. Donc, il appelait ses œuvres des photographes vivants. Photographie vivante. Oui. Oui, merci. Et en fait, ce que c'était, il a rassemblé les gens, en général les soldats, pour créer des images avec ces personnes qui n'avaient pas de sens quand on était tout près, mais une fois qu'on s'éloignait, on voyait que l'image se distinguait. Donc, par exemple, la photographie que j'ai inclue dans mon livre, ça s'appelle Sincerely Yours Woodrow Wilson, et c'est la tête de Woodrow Wilson, le président américain. Qu'on distingue seulement si on se met sur une plateforme de 25 mètres de haut, un peu à une distance des hommes qui créent l'image. Et là, j'ai utilisé cette image bon, c'est une autre métaphore en fait, parce que je pense que la mémoire de la grippe espagnole persiste, mais ça persiste dans les mémoires individuelles en fait. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont une mémoire de comment cette grippe a touché leur famille. Un grand-oncle qui est mort de ça, ou une tante qui a survécu à la grippe espagnole. Mais ces mémoires individuelles n'ont pas coalescé. Coalisées, oui. Elles se sont pas cristallisées, se développer, oui. Dans une mémoire collective. Donc c'est ça qui manque. Et la question est pourquoi? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons que je puisse évoquer si vous voulez. Oui. Par exemple, les chiffres. Cette estimation de 50 millions de morts, c'est très récent. Ça date de 2002. Pour presque tout le XXe siècle, on croyait qu'il y avait 20 millions de morts dans la grippe espagnole. C'est-à-dire que c'était une tragédie dans la même ligue que la Première Guerre mondiale qui a tué 18 millions de morts. C'est maintenant, c'est que il y a 16 ans qu'on se rend compte en fait que c'était un désastre beaucoup plus important. Et voilà, donc je pense que notre imagination collective n'a pas rattrapé cette réalité encore. C'est la distance qui donne du sens, voilà. Et il est nécessaire, ce que vous montrez à travers cette photo d'Arthur Moll, ouais. C'est la distance qui donne du sens, qui est en soi une leçon pour l'historien aussi. Il y a aussi un élément de trauma. Je pense que les gens ont été traumatisés. Ils comprenaient pas ce que c'était, cette maladie, parce que ça n'avait très peu à voir avec une grippe, disons, normale. Donc, ils savaient pas de quoi ils parlaient, ils n'avaient pas le vocabulaire pour décrire la maladie. Et ils étaient traumatisés. Après 4 ans de guerre, une nouvelle tragédie frappait et ils voulaient pas en parler. Les scientifiques, les médecins n'étaient pas motivés d'en parler non plus parce qu'ils avaient échoué. Ils avaient raté et donc voilà, très peu de monde était motivé pour parler de ce phénomène. Eh bien, merci beaucoup Laura Spinet d'être venue au micro de Storia Voce pour évoquer ce phénomène absolument incroyable et ce livre qui est à la croisée encore une fois des sciences mais aussi de la politique, de la sociologie, un livre passionnant qui regorge d'anecdotes, qui se lit comme un roman mais qui n'est pas un roman mais une formidable enquête. Donc Laura Spinet, la grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde. Il s'agit d'un livre paru chez Albin Michel. Congratulations for your French. Thank you very much. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Grands Entretiens.